commencer par toi, puisque tu monopolises les écrans. Tu as compris le principe, c'est un pitch de quelques minutes et tu nous expliques comment toi, avec Cage, tu abordes les sujets de l'éducation, de la formation, le regard que tu portes sur l'Afrique, bien entendu, ou les Afriques, comme ça a été dit tout à l'heure, l'Afrique plurielle, et puis de manière très concrète, très opérationnelle, qu'est-ce que tu fais? Je te laisse la parole. Merci beaucoup, bonjour à tous, je suis ravi d'être là, effectivement, pour dire deux, trois mots de Cage et de ce que l'on a fait ou de ce que l'on fait aujourd'hui et de ce que l'on fera demain en Afrique. Alors peut-être un tout petit peu d'histoire. Cage, c'est l'ancienne Euromed, Sudeco, SKE, appelez-la comme vous voulez, de Marseille, mais aussi celle de Bordeaux. Et je dis juste ce petit aparté sur Bordeaux, parce que Bordeaux, comme Marseille, était un port très ouvert sur l'Afrique et sur les échanges avec l'Afrique, évidemment. Alors c'est une école qui a été créée par la Chambre de commerce de Marseille, pour sa partie marseillaise, en 1872. Donc on a 150 ans l'année prochaine. Et il faut se souvenir aussi de ce qu'est la Chambre de commerce et d'industrie de Marseille, la plus ancienne de France, créée par Henri IV, en réponse finalement aux besoins et aux demandes des marchands qui faisaient des affaires, on va le dire comme ça, avec l'Afrique en particulier. Et l'école a été elle-même créée par la Chambre pour former des jeunes sur son territoire, qui ou allaient monter des activités elles-mêmes ou reprendre des activités, mais aussi faire profiter finalement le territoire ou en tout cas aider le territoire à rayonner en particulier en Afrique du Nord et en Afrique subsaharienne. Alors Cage, aujourd'hui, on a une promesse parmi trois qui concerne directement finalement notre rayonnement international, puisque la troisième promesse que l'on fait, elle est d'être ancrée sur notre territoire. Et on croit vraiment au rôle que peut jouer une école de commerce, une école de management sur le territoire marseillais et provençal, en même temps qu'être ouverte sur le monde, et en particulier sur l'Afrique. Deux, trois mots de Cage. On a 15 000 étudiants aujourd'hui, 70 000 alumni. Il y a une quarantaine de programmes de management, une école de design, 200 professeurs permanents qui accompagnent ces étudiants et un peu plus de 1000 vacataires. Un programme de recherche dense avec 7 centres de recherche en particulier. La recherche est importante parce qu'elle alimente la pédagogie. Et une croyance forte au fait qu'on apprend mieux en faisant. Et donc notre vision, elle est d'ailleurs que l'école est là pour apprendre à faire et réussir en faisant à nos étudiants. Un mot de l'Afrique, mais vous en avez déjà largement parlé, et peut-être plutôt de la jeunesse africaine. Évidemment, c'est le continent le plus peuplé ou qui sera le plus peuplé très rapidement, mais surtout le plus jeune. Il y a 60% aujourd'hui de la population africaine qui a moins de 24 ans. En 2050, il y aura 30% des jeunes dans le monde qui seront des Africains. C'est 2 fois plus que ça n'était le cas en 2000. Donc il y a 20 ans, c'était 15%. Dans 30 ans, ce sera 30%. Et surtout, d'ici 2027, alors c'est l'horizon qu'on regarde parce qu'on fait des plans à 5 ans, il y aura 42 millions d'étudiants africains. C'est plus que le nombre d'étudiants qu'on a aujourd'hui en Europe. Et c'est 18 millions de plus qu'aujourd'hui. Donc il y a une croissance exponentielle finalement du nombre de jeunes qui vont vouloir, qui souhaitent se former et qui demain deviendront aussi des jeunes professionnels et qui nécessitent donc de renforcer fortement l'employabilité en Afrique et le renforcement de l'employabilité et de la capacité finalement à absorber toute cette jeunesse passe par la formation. Et une jeunesse bien formée, évidemment, c'est une jeunesse qui sera plus efficiente, plus efficace, plus performante, avec plus d'impact sur la société. Et du coup, miser sur la jeunesse africaine, c'est miser sur l'avenir du continent. Cette demande forte aujourd'hui de formation, elle est en partie pourvue par les États, mais qui consacrent déjà plus de 10% en moyenne de leur budget à l'éducation de façon générale. C'est 3 fois plus que, 2 fois et demi plus que le budget d'un État des pays européens, par exemple. Et donc, il y a déjà quasiment une saturation du financement que peuvent mettre les États dans l'éducation. Et il y aura donc en réponse une demande forte à l'initiative privée et en particulier cette idée de partager des expertises entre les continents, entre l'Europe, la France et l'Afrique. Et c'est ce en quoi croit fondamentalement finalement Cage. Cette idée que
nos expertises d'école de management, ce que l'on sait faire, les cours que l'on sait dispenser, les enseignements que l'on a construits, la pédagogie que l'on a construite, la recherche qui permet de gérer cette pédagogie. Finalement, elle doit pouvoir profiter à la jeunesse africaine. Et Alexandre. Quasiment délocaliser nos expertises fait partie de notre plan stratégique. Et en fait, on n'a pas réellement attendu de s'en rendre compte aujourd'hui, puisque dès 2008... Alexandre, est-ce qu'on peut avoir un scoop avant que je te coupe la parole? Est-ce que tu peux nous donner, je ne sais pas moi, les projets de développement de Cage? Est-ce qu'il y a des pays qui sont aujourd'hui ciblés? Voilà, tu as 14 secondes. Alors j'y arrive. Donc on n'a pas attendu en fait. Dès 2008, Cage a aidé à la création d'une école de management au Sénégal qui s'appelle BEM. C'est Bordeaux École de Management, c'est le nom que portait l'école avant à Bordeaux, qui est maintenant en fait une école du groupe Cage, puisque Cage y a investi en 2016 après la fusion entre Bordeaux et Euromed. Cage a aussi aujourd'hui des partenariats avec Mohamed VI au Maroc, l'université Mohamed VI et l'école ESA à Alger. Mais pour reparler de BEM, c'est important, c'est la première école de management en Afrique noire, francophone. C'est classée numéro 1 par le magazine Jeune Afrique. On a 1300 étudiants en formation initiale et formation continue, 200 profs permanents et vacataires, 40 programmes, il y a déjà 29 nationalités au sein de cette école. Donc c'est une école qui se développe vite aujourd'hui. Elle est présente à Dakar. On a ouvert l'année dernière des programmes à Abidjan, que l'on développe à vitesse grand V aussi en ce moment. Et on vise à l'horizon 2030 entre 3500 et 4000 étudiants. Donc on passerait de 1300 aujourd'hui à près de 4000 étudiants d'ici là. Alors pourquoi pas beaucoup plus, alors que la demande est exponentielle? Parce que l'on croit aussi en l'excellence. Et les programmes de Cage sont des programmes d'excellence. Les programmes de BEM, Dakar et Abidjan sont des programmes d'excellence. Tu suis en fait le développement démographique de l'Afrique, si je comprends bien, dans les installations de Cage. Absolument. Alexandre, merci beaucoup pour ton témoignage, merci beaucoup pour ton pitch. Voilà, tu vois, tu as une standing ovation. Je suis ravi, merci à tous. Reste connecté, nous avons encore toutes sortes de thématiques et je passe tout de suite la parole au dernier arrivé, puisqu'il est arrivé, vous ne l'avez pas vu, on était dans le noir, mais il a fait une cabriole, une pirouette et une roue et il est arrivé, tac, les fesses sur la chaise. Je vous présente Kevin Chassé, responsable international accès de Provence Entrepreneur. Kevin. Allô. Non, c'était juste pour voir que ça fonctionnait. Du coup, moi, c'est Kevin Chassé. Je suis responsable international au sein de l'association qu'on appelle Accès de Provence Entrepreneur, qui est en fait un cabinet de conseil junior qui vise à aider les entrepreneurs, non seulement en France, mais aussi en Afrique. Donc, pour ce faire, du coup, nous avons le cabinet de conseil junior et une partie événementielle qui s'appelle le phare de l'entrepreneuriat. Peut-être que certains d'entre vous sont familiers avec ces événements. Et donc, nous les organisons en France, au Maroc, en Tunisie et aussi au Sénégal, notamment avec l'aide de BEM Dakar, comme a pu le mentionner Alexandre plus tôt. Et donc, en ce qui concerne le rôle de l'Afrique dans une quinzaine d'années, j'aime dire que l'Afrique est le continent d'hier, d'aujourd'hui et de demain. C'est-à-dire qu'elle cristallise toute l'attention, notamment des grandes puissances mondiales, telles que la France, la Chine ou encore même la Russie. Et donc cela pour plusieurs raisons, notamment pour ces ressources qui sont abondantes. Nous pouvons notamment le voir au Libéria avec les plantations d'EVA, notamment aussi pour sa position géostratégique qui est super importante. L'Afrique est un hub. Nous pouvons le voir notamment à travers les routes de la soie, le canal de Suez, etc. etc. Et donc, en fait, l'Afrique accapare toute l'attention. Et aujourd'hui, comme hier, je pense que l'Afrique aura un rôle extrêmement important au niveau mondial. Et donc, comment dire ? Demain, c'est-à-dire que demain, son rôle sera le même qu'il est aujourd'hui. Je m'explique. C'est-à-dire que dans 15 ans, c'est extrêmement court. On ne s'en rend pas compte, mais c'est vraiment extrêmement court pour vraiment opérer un réel changement. Et donc, néanmoins, j'ose espérer que le rôle qu'a l'Afrique maintenant, c'est-à-dire un pourvoyeur de matières premières, et aussi, par la même occasion, l'Afrique est un nouveau marché.
Alexandre l'a très bien dit, la population africaine tend à grandir, à devenir le continent le plus peuplé du monde dans quelques années. Donc c'est vraiment une réelle opportunité, non seulement pour l'Afrique, mais aussi pour les nations mondiales, les grandes nations mondiales. Et, ce que peut changer l'Afrique dans 15 ans, c'est la manière dont elle prend en main son destin. C'est-à-dire est-ce qu'Accède, justement, joue un rôle là-dedans, dans la manière d'éduquer, ou tout au moins de former et d'accompagner, si j'ai bien compris, on parle d'entrepreneuriat, les entrepreneurs en herbe, ou les entrepreneurs déjà aguerris, sur la façon d'apprendre l'Afrique et d'y travailler? Oui, en tout cas, l'association Accès de Provence Entrepreneurs essaie, à son échelle, d'aider au développement des jeunes entrepreneurs africains. Donc, nous travaillons avec eux, notamment sur leur business plan, leurs études de marché, de manière à ce qu'ils aient un réel impact sur leur environnement socio-économique. Donc, ça part de petites idées qu'on va réussir à développer ensemble avec les entrepreneurs. Je prends notamment l'exemple d'un entrepreneur que nous avons aidé lors du phare africain l'année dernière. Il était mauritanien. Et donc, sa problématique, c'était qu'en Mauritanie, la population consommait énormément de miel. Et en fait, c'était du miel qui était importé. Et donc son idée à lui, c'était vraiment de commencer à développer une plantation de miel. Et nous l'avons aidé à travers notamment du financement, à travers l'accompagnement, comme je vous l'ai dit, dans son business plan, études de marché. Et donc c'est par des petites étapes comme ça, je pense, que l'Afrique pourra commencer à vraiment miser sur sa jeunesse et à être indépendante et avoir les clés pour son avenir, à mon sens. Ok. Kevin, merci. Ça, c'est très pragmatique, c'est très concret. Un entrepreneur, un projet, un accompagnement. Bravo. Merci. Alors, je ne vous présente pas Laurent Choukroun. Je ne vous présente pas Laurent Choukroun parce que ce n'est pas Laurent Choukroun. Tout le monde connaît Laurent Choukroun, Synergie Family. Vous connaissez moins Naïm. Je ne dis pas de bêtises. C'est parfait, Naïm. Ça veut dire la douceur du paradis en arabe. Je me suis rappelé du nom de mec. Alors, je ne vous présente pas Naïm, mais en fait, c'est la tête pensante de Laurent Choukroun. Laurent est une espèce de machine et Naïm est à la manœuvre derrière. Ok. Ce sera répété. Il a raison. Transformé, amplifié. Synergie Family, je te laisse présenter Naïm, parce Super. que c'est juste une machine de guerre. Ça explose après les 2 minutes ou ça va non, là, tu as un 54, 53, okay. 52, à toi. Synergie Family, alors enchanté, Naïm. En fait, une petite histoire. Il y a un monsieur qui s'appelle Touko qui fumait une cigarette à Djibouti. Et il y avait des enfants devant lui qui étaient complètement sous khat, qui est un opium là-bas, qui mâche. Et il y en a un qui a ramassé sa cigarette et qui l'a fumée. Et en fait, ce garçon qui est brillant, qui est un membre de la diaspora camerounaise, qui a voulu retourner sur son continent pour des raisons familiales et pour avoir de l'impact, et on va y revenir, a pris son téléphone et nous a appelés et nous a dit « Synergie Family, je sais ce que vous faites en France, il faut que vous veniez en Afrique ». Alors, ce n'était pas du tout prévu dans nos plans à la base. Preuve en est, nous avions levé 5 millions d'euros auprès de fonds d'impact pour se développer en France, même si l'envie était là. Et sur la base de cette petite histoire, on a décidé de tenter une exploration pour y développer notre vision. Alors pour faire court, notre vision, c'est révéler les talents, c'est considérer le temps de l'enfant, de l'adolescent, dans la totalité de son temps de vie et non pas uniquement à l'école ou dans sa famille. Nous intervenons sur la question du périscolaire, du centre de loisirs, sur tout ce qu'on appelle le temps expérientiel. Notre vision, c'est de transformer le temps en expérience. On est passé de 2 à 540 collaborateurs en l'espace de 4-5 ans. Et nous sommes aussi fondateurs de l'épopée. Peut-être certains d'entre vous en ont entendu parler. D'ailleurs, vous avez un éminent cofondateur dans la salle qui va intervenir tout à l'heure, Romain Sombré, qui est un tiers-lieu, qui est le village de l'innovation éducative. Alors, pour revenir en Afrique, on a tenté une exploration en étant très débutant et on est parti au Sénégal, d'abord en mai dernier, et au Cameroun, dont je reviens il y a 2 jours. Je suis très marqué par ces voyages et je pense que ça va lier une partie de notre destin. Pour vous dire simplement, nous avons décidé d'intervenir sur 3 champs en Afrique.
le sport impact, l'utilisation du sport comme levier d'impact. Le deuxième élément, c'est la formation des héros discrets de l'éducation africaine, que sont les animateurs, les éducateurs sportifs, en tout cas tous ces adultes qui ont ces temps précieux d'enfants dans les mains et qui peuvent changer des trajectoires. Et le troisième sujet, c'est les lieux, c'est comment on fait levier sur du foncier pour avoir un impact sur un territoire. Pour vous dire, au Sénégal, nous avons eu une lettre d'intention du ministère de la Jeunesse qui a connu des troubles récemment. C'est un pays qui est stable, le Sénégal, mais il y a quelques mois, il y a eu un problème autour de la jeunesse qui est allée dans la rue. C'est rare que ça se passe au Sénégal. Et il y avait une raison à ça, qui n'est pas une raison très tangible, en fait. Il y a des problèmes économiques comme partout, mais c'est surtout un problème de projection. À cause du Covid et de la situation économique, la jeunesse ne se projette plus, ne s'imagine plus, trouver un travail, se marier, des choses simples de la vie. Et ça nous rappelle les problèmes qu'on a ici dans nos quartiers. Et c'est là-dessus qu'on souhaite intervenir. Donc nous avons quand même comme but de former plus de 1000 animateurs socio-éducatifs au Sénégal. Sur le Cameroun, on en revient. Nous sommes partenaires de la fédération de basket, de l'afro-basket féminin. Et il y a deux choses fortes qui se sont passées. Et je serai court puisque le temps imparti est fini. Mais la première, c'est que nous avons... Moi-même, j'ai animé un atelier avec des jeunes basketteurs. Et j'ai été marqué par Angela, parce que c'était un Impact Basket Camp et on a travaillé sur la question du rêve, du talent et de la projection dans l'avenir. Donc Angela, 16 ans, quel est ton super pouvoir ? Moi, c'est l'électricité. Alors j'ai un peu bugué, je lui ai dit, ah bon, comme dans les Avengers, tu sais envoyer des éclairs. Elle m'a dit, non, moi dans mon village, je répare l'électricité. Ah, ok, et c'est quoi ton rêve ? Moi, je vais être joueuse NBA. Et j'aimerais être ingénieur en génie électrique parce que je voudrais mettre la lumière dans tous les villages qu'il y a autour du mien. Donc moi, je reviens chargé émotionnellement. Ces petits-là, ils m'ont marqué. J'ai rencontré d'éminents chefs d'entreprise, des membres de ministères, etc. Mais c'est la rencontre qui m'a marqué. Il y en a une autre qui pourrait être structurante, c'est la Maéture. On est en signature d'un MOU justement pour travailler avec un des plus grands aménageurs publics pour potentiellement développer une épopée, en tout cas travailler sur un nouveau cadre de vie épanouissant pour la jeunesse, pour que la jeunesse se projette. Et pour conclure, je dirais que finalement, au moment où je vous parle, on est marqué, on ne sait pas trop où on va avoir besoin de vous tous aussi pour réfléchir, parce qu'il y a beaucoup de gens expérimentés, notamment chez Africa Link et dans cette salle. On ne sait pas trop où on va, mais on est sûr qu'on y va parce qu'on va y aller pour Angela et pour tous les petits copains, Nazuira, enfin tous les petits qu'on a rencontrés. On est sûr qu'on peut avoir un impact. Et donc, sur la notion de l'impact, pour conclure, je dirais ce que a dit Faber, l'entreprise sera une entreprise sociale ou ne sera pas au XXIe siècle. La totalité de vos entreprises qui se développent en Afrique doivent penser l'impact en amont, doivent réfléchir avec des acteurs comme nous sur la question de leur impact, sur leur jeunesse. Et donc, c'est avec grand plaisir que je vous inviterai à y réfléchir ensemble à l'épopée un jour. Merci Naïm, bravo.